Bienvenue sous les lambris de la librairie, votre espace feutré pour le grand pas de côté. Installez-vous, nous vous retrouvons ici le 2e et le 4e dimanche du mois pour une échappée où même loin de votre couette et votre canapé, vous vous sentirez heureux comme un chat. Dans l'épisode du jour, on va faire un bond en avant dans le temps. Par rapport à ma librairie, parce que c'est pas un siècle qu'on a beaucoup, à savoir le 20e siècle. C'est pas ma spécialité, c'est pas la littérature que j'ai eu le plus de plaisir à lire en fait, ce qui fait que je vends des livres que j'aime et que je connais, avec lesquels j'ai un appétit particulier. Mais je ne pouvais quand même pas passer à côté de Camus. Donc là en fait, le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est un livre, encore une fois, il y a eu un avant et un après de ce livre-là, et où il répond à une querelle littéraire. Alors moi qui me fait doucement rigoler parce que c'est vraiment un truc de branlette d'un télo, tout ce que je ne supporte pas, mais il y a quand même eu un avant et un après, et surtout le résultat de cette querelle de petit égo masculin, en fait ça fait des bouquins assez sympas, donc c'est ça moi qui me plaît. C'est le fait de développer, le fait de la raison, du pourquoi, et c'est ce décortiquage qui m'intéresse sur ce livre-là. Donc en fait, le livre là que je vous présente, ça s'appelle La Chute. Alors, ce qui est très important dans La Chute, c'est de reprendre le contexte dans lequel il a été écrit. Il a été écrit en 1952, c'est le divorce entre Sartre et Camus. Alors, pourquoi le divorce entre Sartre et Camus ? Qu'est-ce qui a valu ce divorce ? Il faut savoir que dans les années 50, Sartre, il y a Dieu, le soleil et Sartre. C'est à peu près ça. Donc, tout ce que peut dire Sartre, c'est parole d'évangile. On est vraiment sur le côté Saint-Germain-des-Prés, enfin ce truc assez détestable, et en tout cas à l'époque Sartre c'est le pape de Saint-Germain-des-Prés. Il dirige la revue des temps modernes, et Camus a publié L'Homme révolté. Sauf que Camus a fait un crime de lèse-majesté, il a fait une chose qu'on ne peut absolument pas faire dans le milieu de gauche de l'époque, enfin de Saint-Germain-des-Prés, parce que gauche, une chose insupportable, impossible à faire. Il a osé comparer le goulag au camp de concentration. Et ça, en fait, pour la gauche de l'époque, ça ne se fait pas. Donc, alors que, dans les faits, que ce soit Staline ou Hitler, les deux ont mis des gens dans des baraquements et ils les ont fait bosser jusqu'à ce qu'ils crèvent. Voilà. Sauf qu'à la gauche, c'est impossible de dire ça. On ne peut pas critiquer Staline, on ne peut pas critiquer Lénine, on ne peut pas. Ça ne se fait pas, c'est inconcevable. Ce qui fait que Camus, du jour au lendemain, il passe de la lumière aux ténèbres. Il n'existe plus et il est voué aux gémonies. Vraiment. Et le fait est que Camus, comme tous les artistes, est un être sensible. Et en fait, il le vit très mal. En fait, il s'en remet pas. Parce que il y a un sens, en fait il se fait trahir. Et s'il y a une chose que les neuroatypiques ne supportent pas, c'est la trahison. C'est quelque chose on ne comprend pas, on ne le conçoit pas, voilà. Ce qui fait que Camus ne s'en remet pas. Et en fait, là il a deux solutions, soit il s'effondre, soit il remonte sur le cheval. Et bien lui en fait le cheval, ça va s'appeler La Chute. Pourquoi ? Parce qu'en fait il va créer un personnage magnifique, mais qui est une critique directe de Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire un homme magnifique qui parle bien, qui manie les mots avec grand talent, mais qui en fait n'est qu'un égo vide et qui n'a strictement rien. Donc en fait, en 1956, quand le livre sort, en fait les gens sont choqués parce que Camus avant il nous avait habitués à une littérature différente, il est solaire, et là en fait ce livre là, La Chute, c'est un monologue cynique au possible. Et avant où il écrivait son livre qui s'appelait Les Noces, qui s'appelait L'été, donc vous voyez on est dans du joli, on est dans du soleil. Là
ça se passe dans le brouillard d'Amsterdam. Et Paris en novembre. Donc on est loin de ce qu'avait fait Camus et de l'image que Camus renvoyait. Donc là, en fait, Camus a surpassé les critiques parce que selon eux, c'est une confession. Ce texte est une confession de, en gros, Camus reconnaît qu'il s'est complètement planté, qu'il demande pardon à Sartre, oh, pardon mon maître. C'est absolument pas ça. En fait, ce qu'a fait Camus en écrivant ce texte, c'est qu'il a créé un personnage donc, qui correspond à Sartre, mais en fait, il a piégé Sartre parce que il fait porter le masque du coupable à son personnage pour forcer le lecteur à se mettre face à sa propre laideur. Et ça, à l'époque, ça a été vécu comme une très grande violence. Donc là, en fait, de qui on parle ? On parle de Clamence, qui est un avocat à la mode, que tout le monde veut recevoir, tout le monde veut accueillir, et ce petit milieu parisien qui n'existe qu'entre eux, et il a la vie parfaite. Il a l'appartement parfait, il a le travail parfait, il gagne énormément d'argent et il a toutes les femmes qu'il veut. On est sur... vous voyez des noms d'avocats qui circulent et qui pouvaient faire à la pluie et le beau temps, autant du Vergès que du Dupond-Moretti, que du Collard. Vous voyez, ces gens qui font partie du milieu parisien du Gothard, même si Dupond-Moretti dira non, mais je viens de Lille à la base, ce qui est vrai. Mais vous voyez, ce type de personnage, voilà, il a tout ça. Sauf que ça, c'est sur le papier. Et Clamence, il va avoir un premier élément. On va avoir ce qu'on appelle une fissure. Une fissure dans son ego, dans son masking. Ça va être à un moment, un événement très précis. Il est en voiture et il est bloqué. Derrière une mobilette. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, évidemment, un mec en bagnole, l'autre avec sa voiture, ah, tu te dégages de la bagnole, connard, enfin voilà. C'est ce qui se passe, évidemment, deux mecs, deux égos. Et, en fait, le gars à la mobilette, il se laisse pas faire, il l'insulte. Et au lieu de répondre à cette insulte par un coup, ce qui est très bien, mais enfin voilà, en fait, il laisse, et qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de sa voiture, il lui fait une courbette, comme ça, et il s'en va. Enfin, il essaie de s'en aller parce qu'en fait, lui, pour le coup, se fait frapper. Pour les plus jeunes d'entre vous, alors moi, pour le coup, j'étais pas née non plus, donc vous allez voir l'ironie de la chose. À un moment, il y a une époque où quelqu'un avait insulté Chirac dans un événement, je sais plus lequel, et Chirac s'était fait traiter de connard. L'autre a dit « Ah, connard !» Il a dit « Enchanté, moi c'est Chirac ». On est un peu dans ce genre d'ironie, de genre de réponse. Donc, l'autre, il sort l'autre, ça lui plaît pas, forcément, il lui colle un pain. Il rentre à sa voiture. Je me suis fait frapper. Et en fait, qu'est-ce que va faire Clamence ? Vous allez voir, parce que comme c'est une critique de Sartre, tout petit égo, tout petit être humain, tous les sens du terme. Donc en fait, il va ruminer toute la journée de « Ah, j'aurais dû faire ci, tout petit homme. Au lieu de passer à autre chose, on dirait c'est bon, j'aurais pas dû, c'est pas qu'il a eu raison, mais bon, de toute façon, c'est fait. Non, il va pas passer à autre chose, mais en fait, surtout, à l'instant T, il va commencer à prendre conscience qu'en fait, sa gentillesse, c'est qu'une façade de supériorité. En gros, non, je ne vais pas m'abaisser à te répondre et à te taper, ce qui est très bien, mais parce que il n'y a que les manants qui répondent comme ça, qui sont... Lui, il est vraiment là-dedans. Il est vraiment dans ce délire-là de... Dans sa tête, c'était si je suis gentil, c'est que je te suis supérieur et tu n'es pas assez haut pour. J'ai pas envie de me baisser à ton niveau. Pour le coup, j'ai été pareil à une certaine époque de ma vie. Comme quoi, je fais mon autocritique. Et en fait, il commence à faire un début de dissociation entre lui, un peu la Dr Jekyll et Mr Hyde, à savoir, il va avoir l'homme gentil d'un côté
et celui qui veut tout taper. C'est un peu Spike, comme dans Buffy. C'est-à-dire que... j'allais dire ou Angel. Plutôt Spike. C'est-à-dire que quelqu'un de normal, il va répondre comme ça, Spike, il va aller taper tout le monde. Il est comme ça, Clamence. Et il va y avoir un autre élément qui va le faire douter quand même de sa santé mentale en même temps, c'est que à un moment dans la rue, il entend un rire derrière lui, au pont des Arts, et alors que il n'y a personne. Pareil, là il va rentrer, il va se regarder dans le miroir, et là en fait, il va plus se reconnaître. Il y a vraiment eu un élément de son... Encore une fois, il y a un bug. Il y a un bug dans le système. Et là, en fait, il arrive à un point de rupture à cet événement-là, où il entend ce rire-là, où il se rend compte qu'en fait, que ça y est, son masking social, il est fini. Je vous avais dit avant, il commençait à se dire le gentil et le gentil et celui qui veut taper. Là, en fait, il se rend compte que son masking social, il est mort. En fait, il peut plus. Il peut plus faire semblant d'être de ce qu'il est. Et l'illusion est finie. Encore une fois, la personne, on parle d'un gars qui est super égotique au début, il n'y a que lui qui compte, il est supérieur à tout le monde. Et en fait, c'est pour ça les pires, c'est parce qu'ils se rendent compte, ces personnes-là se pensent supérieures aux autres, mais sincères dans leur délire. Et là, en fait, il ouvre les yeux. Et il y a un avant et un après. Ce qui fait que là, il va juste vivre, il va continuer à vivre comme ça, en ayant pris conscience en fait de la dissociation, mais sans l'avoir vraiment expérimenté. Et là, en fait, il va y avoir une autre partie de sa vie qui commence, où va y avoir un incident qui va vraiment changer sa vie. C'est très bien décrit par Camus, vraiment pour mettre encore une fois, Camus, on parle de l'étranger, on parle de soleil, on parle de chant, on parle vraiment d'une atmosphère qui est beaucoup plus agréable, que là, on se retrouve en novembre, à Paris, sous la pluie fine et glacée, c'est bien écrit, et là, en fait, lui, il est en voiture, et non, il est à pied, pardon, et il voit une femme sur un parapet. Quelqu'un de normal va s'arrêter, va se dire il y a une femme qui et là en fait il va se passer un événement de lui-même à lui-même, c'est qu'il va remarquer la silhouette de cette femme et il va réaliser qu'en fait la seule chose qu'il ait remarqué sur cette femme, c'est que elle avait un corps. Et c'est tout. Il continue, il remarque juste cette femme, il peut noter sa beauté. Il entend un plouf dans l'eau. Donc évidemment, elle a sauté dessus par le pont, elle a sauté le parapet. Donc clairement, il vient d'assister au suicide d'une femme. Donc lui, la seule chose là qui le marque, c'est que cette femme était belle. Voilà. Il entend le pfff. Voilà. Il réagit pas. Il intervient pas. Il continue de marcher. Il rentre. Il boit du lait. Il va se coucher. Vous imaginez quand même un peu quand vous avez dit que entre la personne, le gentil, et je vais frapper. Mais là, en fait, la dissociation est telle que même gentil, en fait, non. Il est vraiment... C'est un zombie. Là, à l'instant T, c'est un zombie. Et le choc est tellement brutal et impossible à gérer, calculer, mettre en place, que son cerveau se fait off. Et vous savez, le cerveau, régulièrement, quand les événements sont trop traumatiques, trop violents à gérer, le cerveau les efface, ce qu'on appelle une amnésie traumatique. On peut dire que Clamence a vécu un épisode d'amnésie traumatique. Alors que pour le coup, c'est pas lui la victime. Si dans son univers de petit mal, avec son petit ego, c'est le truc. Mais en fait, il a effacé l'événement de sa mémoire
Ce qui fait que pendant des années, mais vraiment des années, il va pouvoir continuer de plaider pour la justice, tout en ayant souvenir très très lointain qu'à un moment où il aurait pu faire acte de justice, à savoir, il y a une femme devant moi qui va se foutre en l'air, parce qu'à un moment, t'as pas besoin de sortir de Saint-Cyr, que quand tu vois une femme toute seule sur un parapet au mois de novembre, sous la pluie, à Paris, tu te dis bien qu'elle n'est pas là pour faire du tricot. Et que toi, qui est paré dans tes vertus pour la justice et pour aider la veuve et l'orphelin, à un moment dans ta vie, tu fais le choix de ne rien faire. C'est un choix. Donc il continue à vivre sa vie et il a vraiment un truc de prédateur et d'agresseur et de serial killer. Compartimentation extrême. Il a compartimenté, je suis pas sûre de lui. Vraiment, son cerveau a brillé, comme le mien. Je pense que là, il est en train de briller. C'est extrême. Mais il continue à vivre sa vie. Vous vous souvenez du rire dont je vous ai parlé au tout début, où il se dit, il est dans la rue, il entend un rire, et pour lui c'est bizarre parce qu'il se dit je suis fou et je suis seul, mais j'entends un rire. Et en fait, des années après, il continue, il vit sa vie, il réentend ce rire. Le même rire. Et là, le géant au pied d'argile s'effondre. Là, en fait, il prend conscience d'une autre chose. Comme je vous avais dit, quand la femme s'est suicidée, la seule chose qu'il avait vue de cette femme, c'était même pas son humanité, c'était même pas son détresse, c'était « Oh, elle est belle ». Et là, en fait, en réentendant ce rire, il prend conscience que s'il a laissé mourir cette femme, c'est parce qu'en fait, il s'en fout. Les femmes, il les consomme, il les méprise, il va faire en sorte qu'elles s'attachent à lui, mais à partir du moment où elles sont attachées à lui, il va les dégager, parce que ça ne va plus l'intéresser. Parce qu'effectivement, quand on est lié émotionnellement avec une femme, ou avec un homme, mais là, comme on parle d'un homme, quand on est lié émotionnellement à quelqu'un, il faut le prendre en compte. C'est la base des relations humaines affectives. C'est vraiment la base, de dire à la barre, allez, voilà. Et en fait, lui, il met ça à la poubelle parce que, en fait, il veut pas se séparer de son confort. Il veut pas avoir à prendre en charge, même pas à prendre en charge. Il veut pas avoir à s'intéresser à quelqu'un d'autre que lui. Je vous rappelle que le personnage de Clamence, c'est une copie de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui n'était pas l'homme le plus affectueux avec les femmes. Voilà. Donc, on a le personnage de Clamence qui se fait cette révélation. Et là, en fait, pour lui, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'encore une fois, c'est le grand avocat. C'est lui qui plaide pour la veuve et l'orphelin. C'est lui qui a toutes les femmes, le super appart. Et là, en fait, il se retrouve face à lui-même, face à un miroir qui est assez dégueulasse, qui est vide, en fait. Et il va à Amsterdam, à Mexico City. Le bar s'appelle Mexico City. Là-bas, en fait, il a tout plaqué. Il oublie son métier, il oublie tout le luxe, tout ce qui était avant, il oublie son identité. Amsterdam, il n'est pas connu. Ok, là, c'est un peu ce qui est drôle, c'est parce que les gens qui sont dans des petits microcosmes, mais vraiment des petits microcosmes, ils pensent qu'ils sont connus en dehors de leur monde. Et en fait, ces mecs-là sont des étrangers dans le monde réel. Certaines personnes pensent être super importantes dans leur univers, mais en dehors de ton univers à toi, où vous êtes trois pelés et deux tondus, en fait, t'existes pas, donc on va pas... Voilà, donc lui, il part à Amsterdam, où là, effectivement, personne ne le connaît, donc ce qui l'arrange, et il peut vraiment être lui-même, en fait. Et là... Camus décrit les odeurs. C'est vraiment un bouche de marin en fait. C'est l'enfer.
C'est l'enfer sur Terre, c'est l'antichambre du néant. Ce qui fait que, en fait, il faut savoir que tout le texte, c'est un monologue, comme je vous l'ai dit. Et en fait, Clamence, il raconte, il occupe tout le terrain, personne d'autre que lui n'existe. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, quand on parle, quand on occupe le terrain, quand on parle en rafale et dans tous les sens, et bien en fait, ça nous permet d'arrêter d'entendre, et surtout, donc lui, personne peut l'atteindre, parce que personne n'a le temps d'en placer une, pour le coup je sais aussi ce que c'est, et pour l'avoir vécu, pour l'avoir été, et ensuite, ça l'empêche aussi d'entendre le cri de la femme qui vient le réveiller. C'est ça en fait, il veut s'abrutir pour ne pas encore prendre conscience de la réalité des actes, de ce qu'il a fait. C'est vraiment... là, on n'est pas sur la déconstruction. Là, on est sur la destruction. Ce qui fait que... dans son monologue, en fait, Clamence se confie. Et il avoue ses pires crimes. Parce que dans la recherche littéraire de Camus, en avouant ses pires crimes, en disant à quel point c'est une ordure, et ben en fait, la personne en face, elle peut rien lui reprocher. C'est un niveau de manipulation. Mais alors, un peu bah ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok, je le reconnais. Et alors? Et là, effectivement, c'est d'une violence et surtout, l'effet miroir est renversé. C'est vraiment, c'est un peu du gaslighting en fait. C'est vraiment, un gros niveau de manipulation de ce que fait Clamence. Et pareil, à un moment, il explique, à nous qui lisons le texte, il nous explique qu'il y a un de ses clients qui a volé un tableau de Van Eyck et qui était les juges intègres. Et en fait, toute l'histoire, c'est que lui, l'avocat qui a tourné le dos à l'intégrité, et ben en fait, lui, il a accès à ce vrai tableau qui a été volé. C'est lui qui l'a, il est dans son placard à balai. Et tous les autres avocats, tous les autres magistrats de France et de Navarre jurent et travaillent devant des copies de ce tableau. Lui, qui salit le métier, en fait, il joue sur une supériorité secrète, en fait, parce que lui, il a le vrai tableau. On est vraiment, même en vous le racontant, en fait, c'est assez hallucinant. On est dans un degré de manipulation vraiment dingue. Parce que pour lui, il a gagné. Parce que les autres, lui, il a le vrai tableau, mais c'est fou. Enfin, vraiment, lisez-le pour que vous compreniez, parce que c'est vraiment un truc de dingue. Et en fait, la scène finale... comment dire, c'est Clamence qui est dans sa chambre, dans un réduit, sous les toits, qui est en train de mourir en fait, qui a la fièvre et qui est en train de mourir de la fièvre. Et en fait, il nous dit casse-toi, il veut qu'on parte, il veut pas qu'on soit témoin, voilà. Lisez le bouquin pour savoir ce qui se passe. Mais en fait, ce qu'a voulu faire Camus dans ce livre, encore une fois, dans tout le contexte de la guerre contre Sartre, c'est faire une différence entre la chute et la rédemption. Dans le milieu germano-pratin, on est dans la moraline, on est dans le jugement de valeur, on est dans le supérieur. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, Sartre, il est quand même bien en train de se faire... alors, je vais pas dire canceller, on n'allait pas à ce niveau-là, mais on en revient de Sartre, en fait. Vraiment, les vrais en reviennent de Sartre, parce que franchement, au final, il y avait très peu d'intérêt. Camus, il fait le chemin inverse. Commence à le relire. Commence à se dire, ah, bah en fait, pourquoi pas. Et en fait,
là, Camus fait la différence entre une chute. Enfin, en gros, une chute, c'est pas forcément une rédemption. Ce que ne fait absolument pas Clémence. Il n'est pas du tout dans la rédemption. Au contraire, il est dans le jusqu'au bout, je vais te manipuler, je vais te faire porter mes fautes à moi. Et là, dans ce livre, il transforme la dissociation en prière universelle, en vérité universelle. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui s'imposent des masques. La société nous impose des masques. On s'impose tous des masques. On est toujours en train de se dire, surtout les neurois, on est toujours en train de masquer. On sait très bien ce que ça nous coûte, les fameuses batteries sociales, le masking. Tout ça, c'est des termes qui sont maintenant très développés, on connaît, on sait ce que c'est. Il y a des masques conscients et inconscients. Mais souvent, ils sont inconscients et c'est quand on les conscientise que ça devient intense. Mais là, en fait, lui, Camus, part dans un autre type de masque. Le masque qu'on se fait porter à soi-même pour ne pas avoir à se regarder en face. C'est vraiment cette question-là, en fait. Et Camus, dans ce livre, la question qu'il nous pose, c'est « Et toi, sur le pont, est-ce que tu te serais arrêté ?» J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, parce qu'il est vraiment... C'est un truc de manipulation, allez-y. Alors, ouais, enfin, je sais que j'adore quand ça ne me touche pas directement, mais vraiment, allez-y. Et là, vous voyez, comme d'habitude, dans Le Trésor d'Eurydice, on est sur un livre, pour le coup, aucune prétention. Plein cuir, jolie reliure solide, édité par Gallimard, évidemment, c'était l'éditeur, et 56. Encore une fois, je vous propose une édition originale de Camus, La Chute. C'est une reliure solide. C'est un livre, en fait, moi ce que j'aime, en fait, avec le temps dans ces livres anciens, enfin, plutôt anciens, je pars du principe que quand ma mère était née, c'est que c'est pas ancien. Ce que j'aime, c'est les maisons d'édition. C'est encore du NRF, c'est encore du Gallimard. Ils font plus d'édition comme ça, avec le beau truc. Nanana. Là, vous pouvez partir sur du Camus. C'est beau dans la bibliothèque, mais c'est surtout toute l'histoire du livre. En fait, ce que j'aime dans mes livres, c'est qu'ils ont l'histoire qu'ils contiennent, évidemment le texte, mais ils ont toute l'histoire. Ils font partie ils font partie d'un contexte, ils font partie d'une plus grande histoire qu'eux. Et c'est ça que j'aime et c'est ça que j'adore vous transmettre. N'oubliez jamais la leçon des livres. Lire est un acte de survie et votre esprit est un territoire que vous seul protégez. Prenez soin de vous. Rendez-vous le 2e et le 4e dimanche du mois pour notre prochain refuge.